Mesdames et messieurs, bonsoir. Le débat de ce soir va tourner autour de la dualité humaine homme-femme. Les arguments en présence vous diront si oui ou non les femmes sont spoliées de leurs droits. En tout cas, l'opinion publique semble l'affirmer. Ce soir, il sera question d'égalité, de parité, de quotas, de femmes non élues, de femmes pas du tout appelées à être élues. Elles sont souvent sous-représentées dans tous les secteurs de la vie. Et qu'est-ce qui est vrai? Pour vous convaincre ce soir, nous avons appelé sur notre plateau Madame Elisabeth Sacré-Tohori, qui est responsable droit de la femme au sein de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir, monsieur. Juste auprès de vous, madame Youlibi Koné-Marguerite, bonsoir. Bonsoir, vous monsieur. êtes conseillère technique en charge du genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est bien cela? C'est ça. Ensuite, nous avons monsieur Konaté Founa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes observateur et spécialiste des questions de genre. Nous avons ensuite l'imam Amadou Dosso, bonsoir. Bonsoir. Représentant du COSIM et responsable du département des affaires juridiques. Et nous terminons par le révérend Père Naounou Auguste Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Supérieur général des religieux de la communauté mère du Divin Amour. En tout cas, merci messieurs, merci mesdames d'être sur ce plateau pour nous expliquer un peu ce qui se passe avec la nouvelle loi qui est passée dernièrement. Toutes les préoccupations que nous avons évoquées se retrouvent dans la nouvelle loi sur le mariage, dans les textes nés du protocole de Maputo et les travaux de notre Assemblée nationale sur la promotion et la protection de la femme. C'est pour cela que nous les remettons sur la table pour parler de choses vraiment concrètes. Je voudrais commencer tout de suite par vous, madame. La loi sur le mariage, qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Qu'il y a eu de grands changements, que rien n'a changé? La loi sur le mariage, qui est la loi 2019-570 du 26 juin 2019, c'est une loi qui règle les conditions du mariage, les rapports entre les époux dans le mariage et la dissolution du mariage. Cette nouvelle loi a apporté beaucoup de changements par rapport aux anciennes lois sur le mariage qui existaient. Il y avait la loi de 1964 qui ne permettait pas de véritablement respecter les droits de la femme. Parce qu'avec cette loi de 1964, la femme n'avait pas la personnalité juridique en tant que telle. Elle n'avait pas le droit d'avoir une profession séparée de son mari. Elle n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Mais avec l'évolution de la loi de 1983 et aujourd'hui, avec celle de 2019, en passant par celle de 2013, il y a vraiment eu un changement notable dans la loi sur le mariage qui a institué la cogestion. Alors, j'ai envie de dire, et là je m'adresse à Madame Koné, beaucoup de choses viennent d'être dites tout de suite. J'ai l'impression que cette loi, à l'époque, était vraiment trop faible. Ben oui, la loi, elle est faite dans son contexte. À l'époque, en 1964, la loi était dans son contexte. Et c'est pour ça que lorsqu'une loi est faite, on l'applique. Et puis, au fil du temps, on voit les failles. Et on essaie de l'améliorer parce que la loi est faite pour les hommes, c'est faite pour les femmes, est faite pour les humains. Et donc je dirais que la nouvelle loi de 1973, de 2013 et celle de 2019 tout près de nous vient régler la question sociale. C'est une question sociale, elle vient s'adapter à l'évolution sociale. Et en même temps, elle règle la question de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire auprès des institutions internationales et elle vient mettre en conformité les dispositions constitutionnelles de l'État de Côte d'Ivoire avec tout ce qu'on a mis dans la Constitution. Cette nouvelle loi vient prendre en compte tous ces éléments-là. Et donc, je dirais qu'elle n'était pas faible, elle était conforme à l'état des choses et aujourd'hui, cette nouvelle loi est aussi conforme, elle règle la société. Voilà. J'ai envie de dire qu'elle avait quand même beaucoup de souffrance aussi. Monsieur Konaté, lorsque vous écoutez tout ce qui vient d'être dit, j'ai envie de dire des choses aussi évidentes, puisque 1964, c'est pas aussi loin. Des choses aussi évidentes,
on devait quand même comprendre que les femmes en avaient besoin. Oui, les femmes en avaient besoin, mais on parle de 1960 jusqu'à maintenant. Comme vous l'avez dit, c'est une date assez récente. Donc moi, finalement, la question que je me pose, ces réaménagements qui ont été apportés peuvent être nécessaires, mais est-ce que ce sont inspirés d'une demande sociale? Est-ce qu'arrivé à un certain moment, on a senti que les femmes étaient dans des conditions qui ne leur permettaient pas d'être épanouies? Et peut-être qu'elles ont souligné l'aspect juste du compte bancaire et autres, mais il n'y a pas eu que ça comme réaménagement. Naturellement. Et là, je voudrais m'adresser aux deux religieux, à l'imam Dosso et au révérend père Naounou. Comment l'islam, comment l'Église regarde la question? Est-ce que, quand ces lois sont faites, elles sont prises, vous êtes consulté véritablement pour tenir compte de ce que vous enseignez et à l'Église et à la mosquée? Je voudrais commencer par vous, imam Dosso. Pour ce qui est de la récente loi, je pense que les religieux que nous sommes ont été consultés à un moment donné pour que nous puissions participer à l'élaboration de la loi. Même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, mais au moins nous avons participé à ces travaux. Comme le disait tout à l'heure M. Konaté, il y a lieu de se poser certaines questions. Parce que pour l'érection des lois, il y a quand même l'esprit auquel il faut faire attention. Et parlant d'esprit de la loi, il y a 3 éléments fondamentaux en matière de l'esprit de la loi. Il y a les habitudes, il y a la coutume, il y a aussi les mœurs. Les lois qui sont prises, est-ce qu'elles tiennent compte des mœurs ou de ces 3 éléments-là avant de prendre ces lois-là? Ce sont les questions qu'on se pose. Parce qu'on a comme l'impression qu'on rectifie des standards plutôt que de prendre en compte les réalités même sociales ou bien sociologiques dans lesquelles les lois là sont faites. Parce qu'à la longue, on constate qu'il y a quelques éléments seulement qui constituent une évolution. Comme il a eu tout à l'heure, la question professionnelle, avoir une profession distincte de celle de son mari, avoir un compte distinct de celui de son mari, ça, ce sont des éléments. Mais on peut dire aussi effectivement qu'il y a eu des avancées importantes dans la loi. Avant, toutes les charges étaient étaient à la charge de l'homme, c'est-à-dire que la gestion totale était à la charge de l'homme. Mais lorsque la loi essaie de mettre la charge à la responsabilité des deux conjoints, on pense que c'est une avancée. Mais là encore, il faut l'expliquer pour ne pas qu'effectivement ça rentre en porte-à-faux avec nos valeurs culturelles. D'accord. Alors là, je m'adresse au révérend père Naounou. Ce qui est dit de façon générale, c'est que et la mosquée et l'islam soumettent la femme au lieu plutôt de la revaloriser. C'est votre avis, non? Non. C'est-à-dire, le mot soumettre, il est un peu fort. C'est-à-dire, on parle de la légale dignité d'enfants de Dieu. Donc, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et les deux ont la même égalité au niveau de la dignité et de la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et donc, les deux sont des partenaires. Et donc, comme partenaires, le mariage lui-même est un contrat, est une alliance. Et donc, on parlera plutôt d'un partenariat, d'une alliance entre l'homme et la femme. Et donc, le thème soumission, c'est un thème d'amour, comme expression de l'amour de la femme vis-à-vis de l'homme et vice-versa, de l'homme vis-à-vis de la femme. Donc le fondement du mariage, c'est d'abord l'amour qui unit l'homme et la femme et qui s'exprime à travers la vie conjugale et la vie des époux et l'éducation qu'ils donnent aux enfants. Oui, mais c'est vrai, je ne pourrais laisser passer cela. Est-ce que tout de même, les textes le disent très clairement, mais dans la vie de tous les jours, mon père, est-ce que vous pensez que les femmes ne sont pas écrasées vraiment, qu'elles ne sont pas bafouées même jusqu'à là? J'ai pas peur de dire comme ça. Je pense que peut-être qu'il y a un contexte culturel dans lequel nos sociétés se retrouvent et qui mettent l'accent sur une société patriarcale dont l'homme est celui qui doit diriger, commander, et donc ça peut donner exactement, il peut avoir cette inégalité entre l'homme et la femme, mais les Écritures sont pour la promotion et donc la dignité des deux partenaires, l'homme et la femme,
au sein du foyer. D'accord, nous allons vérifier cela auprès de Mme Théory tout à l'heure, le temps de suivre cet élément qui va passer sur le projet de loi qui vise non seulement à réduire l'inégalité entre l'homme et la femme, mais aussi à assurer la protection de la famille. Et il présente plusieurs innovations de forme comme de fond, dont les plus importantes sont la réformulation de certaines dispositions, les conditions requises pour contracter le mariage, les formalités ainsi que les oppositions au mariage et les effets du mariage. Un reportage de Siaka Kone et de Doigt de Laser. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres en sa séance du mercredi 27 mars 2019 a pour effet principal d'intégrer les principes de non-discrimination, d'égalité de droits et de responsabilité des époux dans le mariage. Je pense qu'il y a des aspects positifs dans cette nouvelle réforme de la loi sur le mariage. Des aspects positifs qui permettent à l'homme et à la femme d'évoluer ensemble. Il est permis à l'homme et à la femme de contribuer à la même hauteur dans le foyer. Ça permettra par exemple aux hommes qui ont moins de moyens que les femmes de pouvoir survenir et survivre dans leur foyer. Les femmes aujourd'hui ont la possibilité d'aider l'homme à survenir aux besoins du ménage. Ce projet de loi sur le mariage porte de grandes innovations. Une innovation importante porte sur la reformulation de certaines dispositions en vue de simplifier la compréhension. Il s'agit de la définition du mariage qui est présentée comme l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier d'état civil, contrairement à la précédente loi ne faisant pas mention du genre. De plus, la loi précise que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent, constatée soit par une décision définitive ou soit par un acte de décès. Autre innovation majeure de cette loi, les conditions requises pour contracter le mariage. Il s'agit de l'âge qui est désormais ramené à 18 ans pour les prétendants. L'incapacité physique d'un des conjoints et l'impossibilité de procréer sont entre autres les causes qui peuvent annuler le mariage. Au titre des conditions requises, le projet de loi dispose que la femme divorcée peut se remarier immédiatement si elle justifie par un acte médical qu'elle n'est pas en état de grossesse. Les oppositions au mariage dans cette nouvelle loi ont été prévues. Ici, l'officier d'état civil a obligation d'informer les futurs époux qu'ils disposent des voies de recours contre une éventuelle opposition du procureur de la République. La loi nouvelle fait dorénavant obligation à l'officier d'état civil de publier le projet de mariage avant la célébration et par voie d'affichage. L'officier d'état civil peut désormais recevoir le choix du régime matrimonial par acte notarié. Au terme des articles 44 à 57, l'époux qui estime que la cohabitation présente un danger d'ordre physique ou moral peut être autorisé par ordonnance du président du tribunal à résider séparément pour une durée déterminée. Enfin, la présente loi abroge toutes les précédentes relatives au mariage et aux dispositions particulières applicables à la dot. Madame Théory a écouté le résumé de cette loi. On a l'impression que tout est parfait, mais en réalité, est-ce que l'époux et l'épouse aujourd'hui ont les mêmes responsabilités? J'ai envie de dire surtout les mêmes pouvoirs. Bien sûr. Ah non, vous le dites à 100%, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que, d'abord, le texte de loi sur le mariage, tel qu'il a été libellé depuis la loi de 2013, a instauré la cogestion. Et la cogestion, c'est que l'époux et l'épouse contribuent aux charges, assurent ensemble l'éducation morale et matérielle de la famille. La loi n'a pas fait de distinction. Donc, aussi bien la femme que l'homme ont les mêmes pouvoirs dans la gestion de la famille. Puisque le terme de chef de famille qui était initialement attribué à l'homme a disparu. Donc, avec la nouvelle loi, il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme dans le mariage en ce qui concerne la gestion de la famille. Et au niveau aussi du choix du domicile, la loi est allée plus loin et a dit qu'également le choix du domicile appartient aux deux époux. Et c'est si l'un des époux n'est pas d'accord, il appartient à ce dernier de saisir la justice pour que le tribunal fixe judiciairement la résidence des époux.
Et vous confirmez que c'est vrai sur le terrain? Oui, parce qu'effectivement, les textes doivent pouvoir marcher avec le terrain, sinon on va tout remettre en cause. Est-ce que véritablement sur le terrain, c'est ce qui se passe? Bon, quand vous dites sur le terrain, ça veut dire dans quoi? la pratique de Dans tous les pratique, jours. Les textes, on les lit, les textes sont bien ficelés, tout est net, mais dans la pratique, est-ce que monsieur n'est pas toujours le patron, le chef de famille, non? Bon, là, ça veut dire qu'il faut voir dans chaque famille et puis peut-être faire un sondage. Alors, qu'est-ce qui vous revient de façon générale? Est-ce que les femmes ne continuent pas de se plaindre pour dire « Ah non, cela a été dit, mais il se passe autre chose, non ?» À ma connaissance, non. Madame Koné, moi j'ai des doutes. Puisque oui, allez-y. Justement, on sensibilise les femmes à cette nouvelle loi-là. Parce qu'il faut que les femmes s'approprient cette nouvelle loi. Parce que si on ne donne pas à la femme la dignité qui lui revient, les choses ne pourront pas changer. Parce que si chaque fois on doit dire, quand les textes sont pris, comme on le dit, la loi c'est la loi et elle doit être appliquée. Si dans les faits, ça ne se concrétise pas, il appartiendra à l'époux ou du moins à l'épouse qui estime que ses droits sont bafoués de saisir les juridictions pour que ces droits soient rétablis. Alors, je voudrais prendre un détail et Madame Koné réagira par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un enfant, c'est très proche, l'enfant porte forcément le nom du monsieur ou bien de la femme, ou bien l'enfant a l'obligation de porter les deux? Je crois que c'est ce que les textes disent. Hein? Le nom, oui, j'aimerais bien comprendre auprès de vous qui pratiquez la chose au quotidien. Oui, c'est ce que les textes disent, c'est-à-dire le nom du mari auquel peut être adjoint le nom de la femme. Peut être adjoint où? Ça peut être adjoint, c'est une faculté. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. De le faire ou oui, ne pas le faire, c'est pas obligatoire, mais ça résout le problème du fait qu'un enfant se retrouve sans patronyme. Un enfant qui est né, c'est une personne innocente, donc elle a besoin d'avoir un nom, d'avoir une identité. Et donc, je pense que cette nouvelle loi qui permet que la femme puisse donner son nom est une bonne loi. Et ensuite, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, je veux dire qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, le pouvoir économique de la femme dans le foyer est reconnu parce qu'il y a des femmes qui ne travaillaient pas. Elles sont dans le foyer, mais elles contribuent aux charges du foyer parce que tout n'est pas pécunier. Et donc, cette loi aussi vient régler ce détail-là. Mais comme vous le dites, nous sommes dans une société et les habitudes ont la peau dure. Et donc, certaines personnes continuent à croire que bon, l'homme doit les entretenir de bout en bout, certaines femmes. En même temps, certains hommes continuent de croire que la cogestion, c'est un leurre, mais c'est une loi, comme elle vient de le dire. La loi, elle est impersonnelle. Lorsqu'elle est prise, on est obligé de l'appliquer. Et moi, je pense, pas que je pense, mais je crois que cette loi-là, elle est bonne en ce sens qu'elle révalorise le rôle de la femme dans le foyer. Et vous savez que nous sommes tous d'accord, je pense, sur ce plateau, qu'une femme qui est diminuée dans son foyer, c'est la famille qui est déséquilibrée. Et l'État, par la prise de ces lois, qui donne une place valorisante à la femme, qui met la femme devant ses responsabilités. Même si la société, entre guillemets, la société patriarcale dit que la femme n'a pas son mot à dire et tout ça, fait que la femme a plus de responsabilités, elle se sent plus confiante et la famille est plus équilibrée. Maintenant, à la pratique, on n'a pas assez de recul pour dire que les femmes ne sont pas d'accord, elles sont d'accord. Mais je veux dire, avec l'application de cette loi-là, nous allons voir à la longue s'il y a des aménagements à refaire ou pas. Sinon, en l'état, les articles qui sont pris, les décisions qui sont dans cette loi avec l'uniformité, par exemple, de l'âge du mariage, c'est en la faveur de la jeune fille. Parce que ça évite les mariages précoces. Parce que l'ancienne loi disait que la fille pouvait être mariée avec une dérogation du parent, etc. Et donc, cette loi-là vient mettre la jeune fille et le jeune homme sur le même pied d'égalité. Ça protège ses droits.
Et donc, il y a beaucoup de dispositions dans cette loi qui sont une avancée pour les droits de la femme et en même temps les droits de l'homme. Parce que ne croyez pas que ça ne pèse pas. L'ancienne loi pesait aussi sur les hommes. Hein. Et donc, cette nouvelle loi permet d'équilibrer, à mon sens, la famille et la rendre plus homogène, plus stable. Le mariage précoce dont vous avez parlé tout à l'heure, moi j'ai l'impression que des décisions sont prises, mais on ferme quand même les yeux sur le mariage précoce parce que j'aurais des doutes qu'on nous dise que toutes ces dames qui se marient, c'est après 18 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la loi de 2019, la loi le dit. La loi le dit parce que à la loi d'avant disait que la jeune fille pouvait se marier avant 18 ans avec une exception ou avec l'accord des parents, etc. Mais avec la loi de 2019, juin 2019, cette loi abroge cette disposition de l'ancienne loi. Et donc, à partir d'aujourd'hui, l'âge de la majorité, c'est 18 ans révolu. Si quelqu'un, un parent, marie une fille ou un garçon avant 18 ans, c'est puni par la loi. Mais il faut encore que les parents dénoncent, les voisins dénoncent et que ce soit su. Sinon, la loi s'applique. Elle vient d'être prise et je ne crois pas que quelqu'un qui sait que cette loi-là est prise va s'amuser à la violer en mariant des enfants parce que le mariage des enfants, c'est interdit par la loi. Monsieur Konate, oui. La femme, selon la nouvelle loi que vous avez lue, est-ce que vous sentez que la femme est soulagée? Je ne pense pas que ça soit vraiment un soulagement au niveau de la femme. Et moi, je trouve aussi beaucoup de contradictions dans cette loi. Déjà, oui, quand Madame Touri parlait, on sentait déjà le malaise. C'est-à-dire, à partir de la loi, les amendements qui ont été apportés, vous avez demandé est-ce qu'aujourd'hui, les choses telles qu'elles ont été décrites dans la loi, c'est ce qui est vécu au quotidien? Bien évidemment, non. Bien évidemment, dans les couples, on continue de confier la direction du ménage aux hommes. Et ça, c'est quelque chose, elle a parlé de sensibilisation, les femmes doivent être sensibilisées. Mais je pars sur le principe que si ce sont des choses qui émanent d'elles, elles n'ont pas besoin de sensibilisation. Ça aurait apporté effectivement le soulagement. Mais comme les choses ont été, on va dire, décidées, peut-être ailleurs, sur la base de ce que les conventions ont recommandé, et là, on applique en Côte d'Ivoire sans consulter les ménages, on se rend compte que c'est un total bouleversement qui se passe. Est-ce que la femme a encore été soulagée? Je prends un élément, par exemple, sur l'âge. Je ne pense même pas que ça soit fait pour arranger les femmes aujourd'hui. On dit que l'âge est à 18 ans et en deçà de 18 ans, si une fille contracte un mariage, c'est condamné. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des filles qui sont sexuellement actives à partir de 14 ans, 15 ans, et on ne peut pas les donner en mariage? Bon, moi, je ne suis pas forcément religieux, mais je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, on a plusieurs religions. On a les musulmans et les chrétiens. Et bon, comment se fait-il qu'un chrétien ou un musulman ne puisse pas avoir la décision de donner en mariage sa fille s'il la sent sexuellement active? Et ça, on n'en parle pas, on ne décide pas cela. Et après, il y a un autre phénomène encore qui se produit peut-être un peu plus loin. C'est quoi? C'est que ces filles-là, aujourd'hui, sont engrossées dans les établissements. On parle de grossesse précoce en milieu scolaire, grossesse zéro. Mais moi, je pense que c'est un effet, en fait, pervers de cette loi-là qui est injuste, en fait, qui ne tient pas compte des réalités sociologiques actuelles. Donc, je ne me dis pas nécessairement que cette loi-là a été faite pour arranger les femmes. Et même sur la question de la direction de la famille, il faut bien décider qu'il y ait un chef. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on serait à ce plateau, s'il n'y avait pas de journalistes et que nous tous soyons en train de poser des questions, il y a problème. Non, les rôles sont répartis. Les rôles sont répartis. Même dans les familles, dans la famille, quand on dit cogestion, qu'il y a deux chefs, est-ce que ça pose problème véritablement? La question de la cogestion, moi, je comprends cogestion, mais pas gestion égalitaire. Ils n'ont rien appris au ménage. Vous y voyez vraiment une différence? Oui, moi, je vois une différence. Co-gérer a été toujours le principe de la famille. À partir du moment où un homme et une femme contractent un mariage, ils s'engagent dans la cogestion. Maintenant, est-ce que cette cogestion-là est égalitaire, à proportion égale 50-50? Ça n'a jamais été comme ça. Et je pense que nos sociétés, quand bien même qu'elles sont étiquetées de patriarcales, ont toujours géré, à mon sens, sur la base d'une sorte d'équité. On ne gère pas la famille en tant que chef de ménage au mépris de la femme.
Et sur la question de la gestion, je peux présumer que les femmes sont un peu plus avancées sur les hommes par rapport à un certain nombre de détails. Mais ça, ce n'est pas dans un rapport d'égal à égal, mais de cogestion, effectivement, en se basant sur ce que l'un et l'autre peut apporter. Très bien. Je constate bien que vos deux voisines ne sont pas du tout d'accord avec vous. Ah C'est oui, sûr pas que je du leur tout, donnerai hein. la parole. Mais avant cela, je voudrais m'adresser à Non, l'imam pas du Dosso. L'imam Dosso, vous avez entendu le développement qui a été fait. Quel est votre point de vue? Surtout lorsqu'on parle de 18 ans, c'est ce que les textes disent, mais ce n'est pas ce que les textes islamiques disent. Il y a un petit conflit là qu'il faut que vous nous aidiez à régler. Bon, écoutez, au niveau de... quand une question se pose, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut régler véritablement? Parce qu'au niveau de la religion règle le problème de la sexualité. À quel moment un individu peut commencer sa sexualité? Du moment où la personne est capable de féconder, automatiquement la religion intervient parce que ça y va de la stabilité de la société. Maintenant, la religion va accorder à la société la réflexion de savoir à quel moment une personne peut être responsable. Parce que cela, il va aussi de la responsabilité. Donc on va échanger là-dessus et puis bon, on va arriver à des consensus. C'est pour ça qu'au départ, j'ai posé la question. Est-ce que les lois qui sont prises respectent la question de l'environnement dans lequel nous vivons? Ou bien on ratifie les lois et c'est tout? Il a abordé des questions très importantes tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, quand mesdames parlaient, j'ai comme l'impression que les femmes étaient en quête d'autorité. Avoir de l'autorité à la maison. Donc la loi leur confère une autorité. Sinon, la cogestion a été toujours faite auparavant. Peut-être qu'au niveau des dépenses, les hommes ont plus été actifs et les femmes n'ont pas été toujours. C'est ce qu'on a constaté et c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et là, les choses ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que la coutume dans laquelle nous vivons, regardez d'abord comment est-ce que on fait les mariages avant d'arriver devant l'officier de l'état civil. Le mariage est d'abord familial, c'est entre deux familles. Regardez la procédure pour avoir une femme, la dot, etc., le cheminement avant d'arriver vraiment à un mariage. Et quand on quitte ce niveau pour venir en face des lois, on constate que les lois mettent en péril le mariage qui avait été fait, qui est le mariage traditionnel. Or, nous avons l'influence de nos traditions avant d'arriver devant l'officier de l'état civil. Donc, c'est pour cela que l'appréciation de ces lois-là vont être faites en fonction, ou bien au regard de nos valeurs traditionnelles. Et quand on regarde nos valeurs traditionnelles, on sait qu'il y a une hiérarchisation au niveau de la famille. La hiérarchisation est claire. Bon, peut-être que les femmes, la protection de l'homme ou bien la domination de l'homme, elles se sentent avilées par cela avec les études qu'elles ont faites. Mais nous, constatons que ça avait toujours gardé l'équilibre de la famille jusqu'à présent. Il n'y avait pas de déséquilibre. Donc on se pose la question, quelle est l'opportunité même de cette loi? Pourquoi est-ce qu'on prend ce genre de loi-là? Pour résoudre quel problème? Quel problème on a identifié pour qu'on puisse prendre ce genre de loi? Est-ce que vous êtes en train de dire que les problèmes n'ont pas été identifiés nettement avant que tout cela soit décrété? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Bon. Est-ce que c'était pas vous? Parce que ce que nous avons remarqué, c'était que les femmes s'étaient aventurées sur le terrain de la politique et puis ensuite, elles ont été recalées. Donc, pour essayer de renégocier la chose, il faut partir du socle familial pour ensuite rebondir. Donc, c'est sûr que ce deuxième point, nous allons l'aborder. C'est ce que nous observons. Voilà. À part cela, je crois que la famille a été toujours gérée. Jusqu'à présent, il n'y avait vraiment pas de problème, je crois. Mais j'ai envie de dire au détriment de la femme, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Oui, au détriment, ils ne sont pas à la place de la femme. Très bien, vous avez la parole justement pour le dire. Alors, le révérend Père nous donnera son point de vue là-dessus. Oui. Quand vous regardez, vous aussi, vous pensez vraiment que la femme, ses droits ne sont pas bafoués, ses droits ne lui sont pas arrachés? D'abord, pour revenir sur la question de l'opportunité des lois, oui. Je dois dire que, d'une part, je partage l'opinion des hommes qui ont dit que parfois nos lois ne tiennent pas compte de nos cultures, de nos identités culturelles, de nos traditions. C'est-à-dire, dans la démarche qu'il y a eu, par exemple, au niveau de la loi sur le mariage,
on n'a pas tenu compte du contexte culturel. Ce sont généralement des conventions. Vous irez jusqu'à dire cela, qu'on n'a pas tenu compte vraiment du contexte culturel? Oui, parce que vous voyez par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu, disons, tenir compte des conventions qui ont été signées. Il faudrait que la loi c'est une copie de la convention de Maputo. Et donc, c'est bien, il est vrai que dans cette convention de Maputo, il y a des choses qui sont très bonnes, très bonnes, qu'il faut encourager. Mais s'il y avait eu cet alliage avec nos cultures, nos traditions, il n'y aurait pas eu assez de résistance dans l'application de ces lois. Je crois que ça, c'est une faiblesse qu'il faut souligner. Lorsqu'on veut prendre des lois, il faut tenir compte de l'identité culturelle. Parce que ce n'est pas les mêmes cultures. L'Occident, l'Afrique, ce n'est pas les mêmes cultures. Et on n'aborde pas les choses de la même manière. Et donc, nos sociétés ne doivent pas être une reproduction de l'Occident. Ça, c'est d'abord la première remarque que je voudrais faire, que je voudrais partager avec eux. Et pour dire que, est-ce qu'il y a eu, les problèmes ont été identifiés, c'est sûr que les problèmes ont été identifiés, qu'il y a des inégalités sociales entre hommes et femmes. Mais nos cultures avaient peut-être ces manières de pouvoir harmoniser. Et peut-être qu'avec la modernité aujourd'hui, ces manières-là ne correspondent plus. Mais ce que moi je propose, c'est que ce soit nous-mêmes qui arrivons à réfléchir pour donner des solutions à nos problèmes, à nos difficultés, en tenant compte de notre culture, de notre identité, et puis de nos convictions religieuses aussi. Donc, pour revenir donc sur la question, je pense que les droits de la femme, il y a eu des avancées qui sont apportées par cette loi au niveau donc, de la promotion des droits de la femme. Je crois que c'est une très bonne chose. Et la question de la cogestion, je crois que... Vous n'y croyez pas? Non, pas que je n'y crois pas, c'est une bonne chose. Puisque si la femme apporte, que l'homme apporte, je crois que l'homme est soulagé quelque part. Donc ça, je ne vois pas un homme qui y va. Mais le problème, c'est que qu'il y ait cogestion ou pas, il y a toujours la notion de chef de famille. La notion de chef de famille parce que une famille ne peut pas, disons, une organisation, une entité qui s'organise ne peut pas s'organiser sans un responsable. C'est-à-dire la cogestion ne signifie pas qu'il n'y ait pas un chef de famille. Oui, mais mon père, les textes le disent très bien. Les textes disent, oui, nous voulons vous deux comme chef. Est-ce que cela pose problème vraiment? Bon, je ne sais pas si il s'agit d'une gestion collégiale de la famille. Je ne sais pas si... Vous pensez que c'est utopique ou quoi? C'est vraiment utopique. C'est-à-dire que je crois à une cogestion, c'est-à-dire où l'homme et la femme un dialogue, discutent, partagent. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, lorsqu'on aura besoin d'un représentant de la famille, il va falloir désigner quelqu'un. Ah, très bien. Voici le point de vue. Vous avez entendu plusieurs points de vue et je sais, mesdames, que vous avez envie de répondre à cela. Oui. Madame Théorie, je commence par vous. Oui. À entendre... Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Les autres invités sur le plateau, je me réjouis. Je me réjouis que justement l'État prenne ses responsabilités pour prendre des lois. Absolument. Parce que justement, si les femmes luttent pour l'égalité de leurs droits, c'est parce que ces droits-là, je dirais, sont confisqués. Aujourd'hui, les textes internationaux, tout comme la Constitution de l'État, parlent de l'égalité entre hommes et femmes. Et dans cette Constitution, il est dit que tous les Ivoiriens naissent libres et égaux en droit. Et l'État est chargé d'appliquer ces principes dans la vie de ses citoyens. Donc, s'il y a une certaine égalité qui est prônée par nous-mêmes, notre Constitution, il est normal qu'il y ait des textes qui aillent dans le sens de cette égalité-là. Donc, je comprends difficilement qu'on reste toujours, comme je veux dire, attaché. Je ne dirais pas qu'on rejette les traditions, mais il faut reconnaître à la femme sa place dans la société.
Ça ne veut pas dire qu'elle va brimer l'homme, mais il faut qu'on reconnaisse sa place dans la société. Et c'est ce que la loi sur le mariage fait. Convenez avec moi aujourd'hui qu'il y a des femmes, avant que la loi sur le mariage n'instaure la cogestion, qui étaient elles-mêmes de véritables chefs de famille. C'est-à-dire que c'est elles qui pourvoyaient à l'entretien et à l'éducation de la famille. Mais comme elles n'avaient pas cette qualité de co-gérant de la famille, au plan fiscal, elles étaient moins imposées que l'homme. Parce que l'homme, il était le chef de famille. Mais dans la réalité, ce n'était pas ce qui se passait. Donc, si nous avons nos textes, il ne faut pas toujours rejeter la pierre aux Occidentaux. Il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, les femmes vont à l'école. Les femmes sont à des postes de responsabilité, même si elles ne sont pas toutes à des postes de responsabilité, mais il y a des femmes qui sont à des postes de responsabilité. Moi, je suis association des femmes juives, mais je suis magistrat. Ça ne veut pas dire que dans le foyer, je vais brimer mon mari, mais il faut aussi que j'ai mon mot à dire. Et si la loi le permet, on le dit souvent, la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi est là pour régler les intérêts de tous les citoyens. Donc, je comprends difficilement l'opposition de nos deux invités sur le plateau par rapport à cette loi sur le mariage. Elle ne vient pas pour arracher le pouvoir de l'homme, mais elle vient pour qu'il y ait pour donner un pouvoir à la femme, c'est cela? Non, mais pour pas donner. On lui avait voilà, restauré. Puisque les textes parlent de l'égalité entre tous les citoyens. Et pour que cette égalité-là se reflète dans le mariage, il faut bien que tous aussi bien l'époux que l'épouse aient les mêmes droits dans la gestion du foyer. Tout à l'heure, vous avez dit les droits confisqués. C'est le mot que vous avez utilisé. Confisqués par qui? Confisqués par qui? Par la société. La société, la culture. Donc par d'autres femmes. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas par d'autres femmes, par la société. La société, parce que dans la société, il y a la femme et l'homme. Alors, confisqué par qui? Parce que comme je l'ai dit au début, qui vous soupçonnez d'avoir confisqué ce pouvoir-là? Mais pourquoi vous ne voulez pas dire les hommes alors que c'est ce que vous pensez? Non, moi je pense que ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est la société, parce qu'ils ont parlé tantôt des coutumes, de la tradition, etc. Mais les coutumes et les traditions, on ne les rejette pas. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans la coutume et dans la tradition qui est bon. On regarde de manière saine ce qui est bon pour la vie de la personne. Nous, lorsque nous parlons de cogestion, il ne s'agit pas, ça ne se résume pas à une affaire de il va prendre les décisions, je vais prendre les décisions. Si on nous a créés hommes et femmes, nous sommes complémentaires. Et chacun a son rôle à jouer dans la société, dans la famille. Vous convenez avec moi que quand une femme est dans le monsieur avec sa femme dans le foyer, quand la femme n'est pas là, eh bien, les choses sont dures. Même quand la femme travaille, comme on le dit, elle est chef de famille, elle est directrice. Quand elle arrive à la maison, son mari aussi est directeur. Quand elle arrive à la maison, elle ne va pas dire non, comme je suis directeur, comme mon mari, je vais m'asseoir. Non, elle va, en plus de cela, elle va à la cuisine. Elle regarde ce qui ne va pas. Donc, évident, hein. Si, c'est évident. Mais je vais dire que cette loi vient protéger la dignité de la femme. Et je m'inscris en faux quand on dit que ce sont des textes occidentaux, etc. Maputo dont vous parlez, c'est pas Maputo est en Afrique. Non, mais c'est pas, pas les Africains qui ont fait Maputo. Maputo est en Afrique. Et en plus, nous avons notre constitution. Qui a voté la constitution? Ce sont les Ivoiriens. Et puis le droit de vie et de mort d'un être humain, c'est reconnu à la femme comme à l'homme. Donc comment vous voulez que la femme soit dans le foyer et qu'elle soit brimée? Donc moi je pense que nous sommes dans un État, il y a des lois, et la loi vient réguler la vie de la société. C'est vrai, il y a la tradition, il y a la coutume, mais quelque part, marier des enfants, sous le couvert de la coutume, sous le couvert de la religion, je pense que c'est trop fort. Je ne sais pas parmi vous ici qui mange des poussins. Voilà. Parmi vous ici qui mange des poussins. Les enfants, nos enfants, il y a un âge de maturation de l'enfant, de la fille et comme du garçon. Une fille qui n'est pas en âge de procréer, à 10 ans, 13 ans, on la donne en mariage, mais c'est la catastrophe. On a vu des drames ici.
les femmes, les petites filles meurent en couche. Ah, donc, moi, je pense que... Oui, les petites filles meurent en couche. Je veux dire que dans la tradition, tout n'est pas bon. Il y a des choses qui sont bonnes dans la tradition. On ne dit pas qu'il faut chambouler toutes nos sociétés, mais je veux dire que, quelque part, la loi vient réguler la société et donne la dignité à l'homme et à la femme. Sinon, nous allons avoir une société déséquilibrée. Il y a autant d'hommes que de femmes dans la société. Voilà. D'accord. Monsieur Konaté, sur la question. Oui, ben, sur la question, je crois que, bon, finalement, c'est une opposition homme et femme. Hein. On est obligé de faire le débat comme ça, mais quand elle me dit qu'il y a un âge de maturation, les sociétés sont bien conscientes de cela. En fait, quand on fait une opposition entre sociétés traditionnelles et maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui, on retrouve bien évidemment beaucoup plus de valeurs qui protègent même la femme ou les deux sexes par rapport au modèle qu'on a actuellement. Et je crois que la lecture qui est faite dans ces sociétés traditionnelles-là, c'est plutôt l'âge biologique de la femme qu'on regardait plutôt que son âge sur l'extrait. Vous comprenez? Et en vertu de cet âge biologique-là, on ne peut pas supposer que deux enfants de 13 ans soient traités de la même façon. Parce que deux enfants de 13 ans peuvent être différemment, on va dire, matures par rapport à la croissance du biologique. Donc, je crois que les sociétés traditionnelles sont un peu dans ce paradigme-là. Maintenant, il n'est pas exclu quand même que dans toutes les sociétés, il y a des contradictions et puis il y a des dérives. Les dérives ne naissent pas, ce n'est pas la règle générale. C'est des exceptions. On ne va pas dire que dans toute la société, on a 90% de nos petites filles de 10 ans qui sont mariées. Non. Et encore, sur la question... on ne va pas attendre qu'on les marie pour les protéger. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont mariées et c'est dans l'ombre, c'est l'omerta. Donc, on ne va pas attendre qu'on les marie pour dire non, non, non. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'ai vu le rapport de l'Union africaine sur ça, sur les mariages en Afrique. Sur ces grands pays. Non, ne parlez pas de l'Union africaine. Moi, je souhaiterais que vous donniez un exemple, par exemple, à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Non, mais je veux dire, à l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais les statistiques sont là. Les petites filles sont mariées. Les petites filles sont mariées. On les sort tout le temps de mariage, on les sort de l'école pour aller les marier. C'est une réalité que nous vivons tous les jours. Oui, mais on les sort de l'école. Peut-être que c'est ça qui gêne, finalement, aujourd'hui. C'est ça qui gêne un enfant qui a 10-14 ans. On retire cet enfant de l'école et on passe au mariage. Ah oui, et mais finalement, vous trouvez ça juste? Non, j'ai pas dit, ça correct? Moi, je n'ai pas dit que c'est juste. Mais je veux dire que, est-ce pour autant qu'on doit interdire à cette fille-là d'être mariée? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on refuse? On refuse que cela se fasse. Mais les filles qui contractent des grossesses en milieu scolaire et qui n'ont pas de père pour leurs enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être sur la question, moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que j'ai constaté qu'il y a une évolution. Avant, les filles qui étaient enceintes à l'école n'étaient pas admises, mais maintenant, c'est permis. Parce que l'enceinteur, il va toujours à l'école, mais qu'est-ce que la fille, elle devient? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a résolu ce problème, quand bien même qu'on lui accorde ce droit? Elle est enceinte, elle n'a pas de paternité. C'est pourquoi l'État, peut-être non, la loi essaie de se rattraper en disant que si une fille n'a pas 18 ans, on ne va pas... Donc, ça veut dire que la chose a été bien appréciée. Oui, l'imam dessous. C'est normal. Bon, concernant le mariage, parce qu'il y a un élément qui... moi, je pense que dans l'ancienne loi, on avait parlé de la dérogation, en cas s'il pouvait y avoir une dérogation. Oui. Je pense que les dérogations pouvaient répondre à ces genres de questions. Voilà, il peut arriver que bon, la fille n'ait pas encore 18 ans, mais par rapport à un certain nombre de problèmes qui sera apprécié par le juge, il fait la dérogation pour qu'effectivement elle puisse se marier. Si ça répond, ça aurait été difficile quand même d'apprécier au cas par cas. Oui. Monsieur Lanciné, je voudrais rebondir sur la dérogation en question. Oui. Pourquoi les gens légifèrent dessus? Parce que la dérogation, quelqu'un qui viole une fille, on dit qu'elle doit marier son violeur. C'est ça la dérogation. Ce n'est pas bon. C'était pas son bourreau. Non, c'était pas ça seulement. Non, c'était pas ça seulement. Je crois qu'on peut apprécier la dérogation. On peut même mettre un contenu qui n'a rien à voir avec ce que nous on connaissait auparavant. L'essentiel que cette dérogation puisse être accordée si la fille peut se marier avant 18 ans.
et qu'on lui accorde cette possibilité, puisqu'on parle du droit de la femme. Donnez-moi une dérogation. Okay. Non, bon, ça, je pense que... Donnez un exemple de dérogation. Il y a eu la question de... nous ne sommes pas contre les droits fondamentaux, pas du tout. L'égalité, là, je crois que c'est au niveau des droits fondamentaux. Le droit de vivre, le droit de travailler, la santé, l'éducation, etc. Mais nous parlons du cadre du mariage, de la famille. Là où on demande vraiment une hiérarchisation pour qu'effectivement on puisse, comme on appelle, puisse bien se passer. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle est magistrate. Quand elle vient à la maison, elle enlève son titre de magistrat et elle va à la cuisine. Mais Dieu merci. Donc ça veut dire que... Non, c'est moi qui ai dit que... Okay, voilà, qui ai dit ça. Voilà. Et donc une magistrate vient ou bien quelque soit ton titre, tu viens, tu laisses ton titre et puis tu vas à la cuisine. Mais c'est cette hiérarchisation-là qui était là, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a dit qu'à partir de maintenant, on met tout le monde sur le même pied d'égalité, ça veut dire qu'on met les gens dans un rapport de force. Ouais. C'est ça qui est le côté qui est dangereux, le rapport de force. Donc si la femme a plus de pouvoir que l'homme, il est écrasé. Et là encore, la loi de, comme on appelle, de Catiola, comme on va appeler ainsi, qui vient demander l'adjonction du nom de la femme, là ce n'est plus une faculté. Parce que c'est dans le code. La première loi dans le code, là, qui est une faculté. Et ça encore, ça revenait, comme on appelle, ces facultés revenaient à l'homme, s'il veut, il met, s'il ne veut pas. Mais là, de la manière que c'est dit, ça devient maintenant un droit pour la femme d'ajuster son nom au nom. Mais pas une obligation. Ah non, regardez bien la loi. Regardez bien ce qui est. Moi, j'ai cru comprendre que ce n'est pas une obligation. On a la possibilité désormais de le faire, ce qui n'était pas autorisé. Du moment où ça devient un droit pour la femme, elle peut le revendiquer. Absolument. Donc elle peut aller même en justice pour effectivement, comme on appelle, inscrire le nom. Dans ce cas, non, dans ce cas, ça devient une obligation. Non. Voilà. Mais même si c'est une obligation, mais en quoi ça pose problème qu'un enfant porte le nom de son père, de sa mère? Parce que lorsqu'on regarde le motif qui a été avancé, on dit non, il faut que le nom de la mère, parce que ça doit, comme on appelle, ça doit perpétuer, mais on a toujours connu le nom de nos mères. C'est sur l'extrait de naissance. C'est pas nouveau. Ouais. Alors, au stade, je prends l'inverse. Bon, inversons et désormais les enfants portent le nom de leur mère et le nom du père. Non. Ça vous convient? Non, ça ne nous convient pas. Mais, alors, quel est le problème donc? Ce qui nous convient, c'est notre société, ce que nous avons l'habitude d'avoir, parce que nous avons, sociologiquement quand même, on perpétue un nom à partir des mariages. C'est pour ça que j'ai dit, quand on regarde la question du mariage, c'est une femme qui s'introduit dans une famille. C'est comme ça le mariage est conçu chez nous. Voilà. Donc là, elle vient pour agrandir la famille, c'est comme ça on l'a l'habitude de dire, pour agrandir la famille dans laquelle elle est introduite. Absolument. Voilà. Donc, si on essaie de détruire ces structures-là, mais là, on casse carrément ces structures traditionnelles que nous avons. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le développement de l'imam, je voudrais que vous vous prononciez là-dessus. Vous sentez la chose de la même façon? Oui. Non, pas forcément. Je respecte ce qu'il dit. Je respecte ce qu'il dit parce que moi, je suis toujours sur le principe du respect de l'identité culturelle des personnes. Vous voyez, parce que je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre tout à l'heure. D'accord. Les avancées, il y a beaucoup d'avancées dans cette loi, oui. Beaucoup, et qui font vraiment la promotion de la femme. Et je crois que c'est une très bonne chose. Mais, c'est-à-dire que ce soit la loi sur le mariage ou bien d'autres lois, il faut pas calquer, reproduire l'Occident, porter l'habit de l'Occident. Il faut partir de nos traditions, de nos cultures, et puis mener une réflexion à travers les problèmes que nous avons. Et puis, ça permet de perpétuer l'identité. C'est-à-dire on évolue tout en gardant notre identité. Mais le cas contraire, lorsqu'on prend quelque chose, je prenais les lois, même nos constitutions, c'est des reproductions. Donc ça ne permet pas de garder notre identité. Dans 50 ans, dans 60 ans, on ne va plus reconnaître nos nations. Ça sera, c'est-à-dire des nations, disons, occidentales qui sont en Afrique. Voilà un peu le problème qui ça pose. Mais dans la question de l'âge, est-ce qu'il faut 18 ans, 19 ans ou 16 ans? Je pense que la première des choses, d'abord, il y a la question biologique et la question de la responsabilité. Voilà.
Je crois qu'ils ont tenu compte, le législateur a tenu compte de ces deux facteurs-là, la responsabilité et l'âge biologique. À 18 ans, une femme, une jeune fille, elle est capable déjà, et à 18 ans, on suppose qu'elle a plus ou moins fini le cycle secondaire, et donc elle est en train d'entamer les études universitaires, elle a une certaine maturité, une certaine responsabilité. Donc, à ce niveau, je ne vois pas... au niveau de l'Église, c'est jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire l'âge requis pour le mariage. Mais cet âge dépendra des communautés, c'est-à-dire des cultures, des lieux où, si par exemple, on est dans un pays où à 16 ans, la jeune fille n'est pas encore responsable, elle n'est pas encore à l'âge. Donc il faut tenir compte des particularités de chaque culture. Mais sinon, à 18 ans, je pense que c'est correct. Et puis, ça permet d'éviter, comme elles nous ont dit, les mariages forcés. Je crois que c'est un peu l'idée du législateur, en voulant qu'on peut éviter les mariages forcés. Mais mon père, ça pose quand même problème de savoir qu'à l'Église, on dit peut-être 16 ans, l'islam dit maturité. Bon, les textes de la République disent à partir de 18 ans. Alors, si chacun devait s'aligner sur ses croyances ou ses cultures, est-ce qu'on s'en sortirait? Mais je pense qu'on est dans un État républicain, donc la première des choses, chacun, c'est vrai qu'on a nos particularités, mais d'abord c'est le respect de la loi, les lois républicaines. Mais dans l'élaboration de la loi républicaine, il faut tenir compte de ces différentes particularités-là. Il faut tenir compte de ces différentes particularités pour permettre le vivre ensemble. Parce que vous allez voir qu'il y aura des résistances. Parce que la loi ne change pas les habitudes des gens. Hein. Et les gens, il y aura des résistances. Celui qui fait, par exemple, le mariage forcé, il ne va pas aller peut-être à la mairie pour faire le mariage forcé, mais traditionnellement, il aura toujours le mariage forcé. Alors que si on avait tenu compte de nos cultures, de nos traditions, on allait chercher à comprendre quel est le problème qui amène les gens à faire le mariage forcé à telle chose, et puis comment résoudre ces problèmes-là. Parce que celui qui dit 18 ans, il n'a pas... C'est vrai qu'il tient compte peut-être d'une réalité occidentale, mais peut-être qu'ici, ce n'est pas cette réalité-là. Très bien, justement, je voudrais m'appuyer sur ces deux réflexions-là pour passer à un autre point. La polygamie, qui n'est pas autorisée, à moins de me tromper, mais qui continue tranquillement son chemin. La dot, qui n'est pas autorisée, mais qui a survécu à la loi de 1964. Je voudrais commencer par vous, Madame Touré. Sur ces deux questions-là, est-ce que la loi n'a pas de problème? La polygamie, c'est très clair, nos textes le disent, ce n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais Dieu seul sait que nous sommes nombreux à sortir des familles polygames et ça continue. Bon, ce que moi je peux dire, c'est que c'est un choix. C'est un choix que l'État fait. Il y a des pays qui ont légalisé la polygamie, mais la Côte d'Ivoire a choisi d'opter pour le mariage monogamique. Donc, si c'est le mariage monogamique qui existe, c'est pour ça même que dans la loi, il est bien précisé que nul ne peut contracter un second mariage tant que le premier n'a pas été dissous. Donc, la loi sur le mariage pose le principe de l'interdiction de la polygamie. Alors, justement, je reviens à ma question. Est-ce que le législateur, là, a été réaliste? De constater qu'on continue, parce que j'en vois pas beaucoup en prison pour cela, pour polygamie, mais Dieu seul sait que ça existe. Et là, ma question s'adresse aux magistrats et en même temps à la représentante de... voilà. Ben, parce que là, nul n'est censé ignorer la loi. La loi, elle est claire. La loi de Côte d'Ivoire, en 1964, la polygamie était autorisée. C'est le législateur qui est représentant de la société qui a décidé que la polygamie n'est plus reconnue et que ce sera la monogamie. Mais ce que ça pose comme problème, c'est que ceux qui continuent à être polygames, ben, ils s'exposent à la rigueur de la loi. Et malheureusement, les femmes qui viennent après, c'est-à-dire la deuxième ou la troisième, elle est mariée coutumièrement, mais elle n'est pas mariée devant la loi. Or, aujourd'hui, avec cette loi, les héritiers ne sont désignés qu'exclusivement que par un juge. Et donc, en cas de décès de l'époux, ben,
la succession, ça va être compliqué pour ceux qui ne sont pas mariés légalement. Et donc, nous, on ne devrait pas encourager ce qui n'est pas correct. Il faut encourager ce que la loi a dit. Et donc, nous encourageons les hommes et les femmes à se conformer à la loi. La loi dit, c'est monogamie. Pour le moment, ça n'a pas encore changé. Maintenant, si, comme vous le dites, les gens sont polygames à souhait, au mépris de la loi, mais il y a un souci, pas avec la loi, mais c'est eux qui ont un souci. Ceux qui font la polygamie, ils ont un souci parce que les conséquences seront dramatiques. Heureusement que le législateur a protégé les droits des enfants. Sur cette question, tous les enfants qui soient nés aujourd'hui, ça a changé, qu'ils soient nés hors mariage ou avec mariage, ont les mêmes droits. Mais les femmes qui ne sont pas mariées légalement n'ont pas les mêmes droits. Justement, c'est cela le souci. Qu'est-ce que la loi fait pour régler le problème? Parce que ce sont des personnes qui ont ignoré la loi et la loi les ignore aussi quand on regarde les choses telles que ça se passe. Oui. Bon, moi, je voulais dire, excusez-moi, allez-y. Moi, je voulais dire justement, je n'arrête pas d'en parler. La loi, elle est faite pour tout le monde. Une fois que la loi est prise, elle est impersonnelle et elle s'applique à tout le monde. Celui qui se met en dehors de la loi, évidemment, les conséquences qui s'appliquent au non-respect de ces règles qui ont été édictées par la loi peuvent être dramatiques pour lui. Comme le disait tout à l'heure l'invité qui est juste à côté de moi, les femmes qui savent que le mariage légal, c'est celui qui a des effets de droit, c'est ce que les textes disent, lorsqu'elles se maintiennent dans une union libre, en cas de décès, c'est dramatique pour elles. C'est dramatique. Oui, parce qu'elles ne sont pas prises en compte. Absolument. Elles ne sont pas prises en compte. Donc, c'est pour ça que nous, justement, en tant qu'association des femmes juristes, nous faisons de la sensibilisation pour que les lois qui sont prises puissent être appliquées dans le respect des droits. Parce que quand une loi n'est pas appliquée, on s'expose à la rigueur de cette loi-là. D'accord. Alors, bon, je comprends bien cela, mais on est obligé d'attirer votre attention dessus, vous, les juristes. Monsieur Konaté, ça ne vous pose pas de problème? Bon, bien évidemment, ça pose problème parce que c'est vrai, on n'a pas fait de recherche dessus, mais on peut quand même dire que la société ivoirienne est majoritairement polygame. Hein. Bon, enfin, de manière triviale, on dit un homme normal en Côte d'Ivoire, il a sa femme, il a sa copine et il a sa maîtresse, ce qui est une réalité. On constate qu'il y a... Vous confirmez, c'est cela? Ah bon, de manière subjective, oui, parce que ce n'est pas basé sur des données, mais on le voit au quotidien, vous comprenez? Pour ne pas vraiment citer le cas de chaque famille, mais dans beaucoup de familles, quand même, on a 1 ou 2 enfants qui sont nés hors du mariage où le père, il a une autre union. Mais là aussi, je pense que si le fait est que c'est majoritaire, pourquoi ne pas reconnaître? Puisque la question aujourd'hui sur laquelle nous sommes en train de discuter, c'est la question de la promotion de la femme. Est-ce qu'elles-mêmes, en tant que juristes, elles-mêmes en tant que femmes, est-ce qu'elles sont satisfaites du fait que des femmes aient d'autres types d'unions, mais qu'ils ne soient pas en capacité d'avoir des droits au cas où le mari décède, ou même selon les revenus, que ces personnes-là n'aient pas des droits. Non, mais elles ont répondu à la question très clairement qu'il faut suivre la loi. Et quand on a la loi, non, la loi nous faut protège. Suivre la loi. Et la loi nous protège. La loi protège les enfants, reconnaît les droits aux enfants, mais et les femmes qui sont mariées en union libre. Mais à ces femmes, déjà, il a été dit très clairement qu'il ne fallait pas aller au mariage à la polygamie. Oui, justement, pourquoi vous voulez que la loi que vous n'avez pas respectée vous protège, par Oui, exemple? c'est pourquoi je dis que est-ce que là, la loi a bien fait de ne pas s'intéresser à mais ce pourquoi vous ne dossier. demandez pas pourquoi ces personnes ont mal fait d'être polygames? D'être polygame, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une société où les gens ont ces pratiques, quand bien même qu'elles ne soient pas conformes aux lois. D'accord. Voilà. La loi, normalement, devait être inductive, mais c'est plutôt le contraire. Voilà, c'est ce que tout le monde tente de dire, enfin. Ceux qui comprennent que quand même, avant de partir légiférer, on doit consulter, voir le besoin et voir comment résoudre le problème que cela pose. D'accord.
Voilà. Alors là, oui, un dernier élément, même sur la question de la dot. La dot qui n'est pas reconnue, mais elles ne me diront pas ici sur le plateau qu'elles n'ont pas été dotées, même si elles sont mariées légalement. Et la question de la dot transcende les deux personnes. Et finalement, les questions aujourd'hui qu'on essaie de résoudre avec les questions de dot, c'est qu'il y a les personnes qui sont concernées, mais ça va au-delà. C'est les familles, c'est les communautés. Et c'est cette mixité-là qui fait que, généralement, quand un problème se pose, on arrive à... Oui, mais la dot, ça reste facultatif. Maintenant, on n'arrête personne pour avoir pas été doté ou bien pour avoir doté. Oui, mais est-ce qu'il ne fallait pas faire quoi? Doter ou autoriser la dot? Alors, je vous repose la question. Est-ce voilà, qu'il fallait... Moi, je pense quand même qu'on devait le faire. Je le dis pour les femmes qui ont dot. Jusqu'à ce jour où nous sommes en train de réaliser cette émission, ce sont les femmes qui sont dotées. Donc, de quoi nous parlons? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce sont les femmes qui sont dotées. Alors, est-ce qu'elles se sentent à l'aise à ne pas être dotées, mais aller directement à... Est-ce que vous pensez que la solution, on a une solution à cela, de voir qu'il y a 1001 façons de doter en Côte d'Ivoire, selon les ethnies Mais si les gens veulent effectivement statuer là-dessus de manière plus sérieuse et objective, on peut trouver des arrangements. Des arrangements pour trouver vraiment un cadre légal pour faire tout ça. D'accord. La dernière question sur la chose, là je m'adresse aux religieux. C'est très net, le problème dans l'islam, la polygamie est claire. Voilà. Oui, l'islam. La chrétienté, non. Voilà. Donc, vous êtes les premiers à être concernés, musulmans. Oui, mais... Comme vous avez dit tout à l'heure, la polygamie est très claire au niveau de l'islam. L'islam n'a pas de problème avec. Mais il a laissé la faculté aux individus. Voilà, si vous voulez vous faire, si vous voulez, vous ne le faites pas. Pourquoi est-ce qu'on a la faculté? Ça veut dire, si on n'autorise pas, ça veut dire qu'on pénalise. Donc l'islam ne pénalise pas ça, donc il donne la liberté. Maintenant, en parlant de la loi elle-même, de 1964. La loi de 1964, elle, au contraire, moi je pense qu'elle est venue pour violer la tradition. Parce que lorsqu'on regarde le motif de la loi, on dit c'est pour, comme on appelle, pour mettre fin à la tradition, quelque chose qui existait. Parce que les mariages qui ont été contractés avant la loi de 1964, les effets ont subsisté jusqu'à présent. Parce que les femmes qui ont été mariées avant 1960, qui vivent encore, elles vivent avec les mêmes, sous cette loi-là, avec les effets donc pour dire quoi, que cette loi n'a pas tenu compte de notre environnement, mais au contraire, elle est venue pour faire pour faire une rupture brutale avec l'environnement. Or, c'est ce qui a expliqué qu'elle est restée un peu, comme on dit, on dit la tradition est à la peau dure. C'est pour ça que cette peau est restée encore dure. Même la question de la dot. Parce que quand on regarde la loi de 1964, les deux éléments majeurs de la loi de 1964 ont été la suppression de la dot et puis la polygamie. Les deux choses. Or, jusqu'à présent, ça est là. Même comme il a dit tout à l'heure, si on veut aller épouser, on demande la main de l'une de leurs filles, on va procéder par la dot. Pourquoi? Parce que la dot, c'est un symbole entre les familles. C'est un symbole entre les familles. Parce que sans ça, la femme même ne sent pas appartenir à une personne. Donc, c'est psychologique et c'est sociologique. Donc, ce qui serait mieux, c'est de ne pas pénaliser ça. Actuellement, c'est dans la loi pénale. Mais il faut dépénaliser ça pour que les familles puissent vraiment avoir comme on appelle la latitude de faire leur dot. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une multitude de dots. Effectivement, il y a des influences religieuses au niveau des traditions. Donc, ce qui va être permis pour une famille musulmane ne va pas être permis, par exemple, pour une famille chrétienne. Mais le symbole reste le même. Ouais. Il s'agit de donner quelque chose, une famille donne quelque chose pour qu'effectivement la famille puisse vous donner leur fille en mariage pour votre fils. Donc, c'est un symbole qui existe et la loi est venue trouver ça. Alors, mon père, lorsque chez les chrétiens déjà, la polygamie n'est pas autorisée, est-ce que ça règle votre problème? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème qui soit posé au niveau de la chrétienté en ce qui concerne la dot aussi, sur les deux. Bon, je crois que concernant la question de la polygamie, dans nos cultures, dans nos traditions, il faut comprendre un peu le motif, c'est purement économique. Ouais. Voilà, c'est pour résoudre des questions économiques que maintenant que ces motifs-là, aujourd'hui, ne tiennent pas le coup. Et puis, compte tenu même de l'essence même du mariage, c'est-à-dire fondé sur l'amour,
et puis construire une communauté de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas encourager la polygamie. Voilà. On ne peut pas encourager, on peut respecter ceux qui le font, s'ils arrivent à tenir, c'est tant mieux, mais on ne peut pas encourager cela. Et puis, la question de la dot, pour moi, je pense que c'est une histoire occidentale. Ouais. La dot? Oui. C'est-à-dire que la dot existait en Occident, ça a été supprimé, et donc on supprime ça ici chez nous. On aurait pu peut-être, c'est-à-dire garder toujours le mécanisme, et puis, c'est-à-dire le faire le plus simplement possible avec des symboles pour exprimer, c'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, on fait un mariage entre deux familles, on n'est pas obligé de dire, donnez telle somme, mais à travers des petits symboles qui expriment que ces familles-là sont en train de s'unir. Puisque le mariage, le niveau traditionnel, c'est vraiment, c'est-à-dire au-delà de l'union des deux personnes, c'est l'union des familles. Donc trouver des mécanismes pour exprimer, supprimer la dot, c'est-à-dire comme, disons, une somme ou des trucs, mais avoir des petits symboles qui manifestent, qui expriment cette communion des familles qui s'unissent dans l'acte du mariage. Et donc ça, c'est mon point de vue, je dirais, pour ne pas détruire, déstructurer nos cultures. Parce qu'après, on ne va plus se retrouver. Et la pratique, c'est que ça n'existe pas. Enfin, la loi n'autorise pas, mais la pratique, c'est que les gens continuent de faire les mariages traditionnels. Et puis, d'une culture à une autre, d'un groupe à un autre, on peut taxer fort, comme on peut être symbolique. Donc, la loi aurait pu statuer là-dessus pour dire, bon, en tenant compte des cultures, bon, de tel peuple à tel peuple, si vous voulez vous marier traditionnellement, voici tel symbole que vous pouvez avoir pour éviter de faire des dépenses inutiles, pour éviter, par exemple, ceux qui... C'est sûr que dans nos traditions, ça existe, hein. Les traditions évoluent, mais ça aurait pu être légiféré par le législateur, ça lui donnerait une identité qui serait différente des autres. Voilà un peu, j'admets un peu l'accent sur la question culturelle, la question de l'identité, parce qu'on ne fait pas attention dans 50 ans, on va perdre nos identités. Très bien. Alors, il y a eu un long débat là-dessus qui avait été organisé d'ailleurs par la Convention de la société civile ivoirienne. Et c'est sûr que nous allons revenir. Et le deuxième et dernier point, parce qu'il ne nous reste plus que 20 minutes sur les 90, nous allons parler égalité, parité, quota. Voilà, malgré les initiatives du gouvernement, l'inégalité demeure dans différents secteurs d'activité. Là, je fais encore allusion aux femmes. Quelles en sont les raisons? Que faire pour rééquilibrer cette situation? On va suivre ce reportage de Chris Diomandé et de Doua Delazer avant de continuer. L'autonomisation de la femme, la parité et l'égalité du genre constituent une préoccupation en Côte d'Ivoire. Selon l'Union européenne, le taux d'alphabétisation de la jeune fille est faible dans le pays, soit 47% contre 63% chez les garçons. 29 femmes occupent les postes de députation sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. Une seule femme est présidente du conseil régional sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Sur les 99 sénateurs ivoiriens, seulement 19 sont des femmes. Un déséquilibre paritaire, malgré les efforts fournis par l'État, qui a ratifié la plupart des textes internationaux destinés à la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. Mais face à cette inégalité du genre, les avis sont partagés. Déjà, même dès la base, à la maison, on fait déjà la différence entre l'enfant garçon et l'enfant fille. On se dit que la fille, elle va se marier. Donc, dans les études même, on ne privilégie pas les filles. La femme, à la base, est considérée comme celle qui doit rester à la maison, qui n'a pas droit à la parole. Du coup, cela réjaillit dans la vie politique et aussi dans l'administration. Elles ne sont pas suffisamment motivées. Les conditions ne sont pas vraiment réunies pour qu'elles soient en confiance, pour qu'elles se présentent aux différentes élections et qu'elles soient même nommées, parce que les femmes sont dévouées à des tâches familiales. Au niveau de l'entrepreneuriat, selon les chiffres du CPC, sur 800 entreprises, il n'y a que 133 qui sont dirigées par des femmes, où les femmes sont propriétaires. Elles sont associées dans 33 entreprises et le chiffre est trop faible. Que faire pour corriger ce déséquilibre? Si les lois sont votées, de veiller à l'application effective
et de veiller à ce que les cibles soient vraiment touchées pour que les résultats soient visibles. Du côté de la société aussi, déjà même dans le cadre familial, au plan scolaire, donner les mêmes chances aux filles, aux garçons, promouvoir même l'éducation de la jeune fille, l'encourager à travers la formation, le leadership et puis l'entrepreneuriat aussi. Il faudrait qu'au niveau de nos gouvernants, les gens fassent la promotion de la femme et puis montrer aussi que la femme a les mêmes intelligences que l'homme, elle a les mêmes valeurs, elle dégage les mêmes, le quotient intellectuel que l'homme. Donc que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faudrait qu'on les considère sur le même pied d'égalité. Si l'État donne un quota à toutes les entreprises pour qu'on puisse élever le quota d'embauche pour les filles, là, quelque part, nous allons un peu équilibrer les choses. La quête de la parité, de l'égalité et de l'équité par la gente féminine a connu une évolution en Côte d'Ivoire. L'approche de l'intégration de la femme dans le développement socio-économique doit être prise en compte par le gouvernement afin de valoriser la femme et lui permettre de contribuer au développement du pays. Oui, Madame Théorie, on va rentrer carrément dans le sujet égalité, parité, quota. Lorsqu'on parle de femmes, ce qu'on entend souvent dire, les femmes sont sous-représentées, très peu de femmes au gouvernement, très peu de femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite. J'ai envie de dire par la faute des femmes elles-mêmes. Est-ce que ce n'est pas votre faute d'être en second plan? Bon, je ne dirais pas tout de go par la faute des femmes, mais l'État met tout en œuvre pour promouvoir l'égalité homme-femme. Donc, il faut que la femme elle-même puisse prendre conscience de ce qu'elle peut participer à des postes, elle peut participer à des élections, elle peut se présenter comme président de la République, elle peut se présenter comme député-maire, mais je ne dirais pas que c'est de la faute des femmes. Il faut une volonté au niveau de l'État, comme c'est dit dans la Constitution, de vraiment promouvoir la femme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette la femme à la dignité qui lui est due. On lui redonne confiance pour qu'elle puisse exercer les professions électives. Alors, lorsque vous le dites, j'ai l'impression que la femme attend qu'on lui donne quelque chose et qu'elle ne va pas prendre, elle n'est pas là où on doit prendre des décisions. Toutes les décisions se prennent, entre guillemets, contre elle parce qu'elle n'est pas là. Qui, en Côte d'Ivoire, interdit à une femme de se présenter pour être présidente de la République de Côte d'Ivoire? A-t-on interdit à une femme d'être candidate? Non, non, pas du tout. Comme je l'ai dit, personne n'a interdit à une femme d'être présidente. Si elles ne le font pas, c'est donc leur faute. Vous ne pensez pas? Peut-être qu'elles n'ont pas suffisamment de... Elles ne sont pas suffisamment préparées à ces postes-là. Donc il faut que l'État puisse les aider à le faire. Alors, comment est-ce que vous voyez cela? Comment est-ce que l'État doit les aider? Parce que l'État prend certaines décisions tout de même qui se voient. Mais justement, par la prise de textes de loi, comme dernièrement le nouveau texte de loi qui vient d'être voté et qui a institué le quota pour les femmes dans les assemblées élues. Et cette loi-là même a prévu, je crois, de donner... Oui, en fait, je le dis parce que je pense qu'à certains moments, les décisions sont déjà prises, mais je constate que les femmes sont plus accusatrices, plus accusantes que actives. On ne nous donne pas cela, les femmes veulent qu'on les prenne en charge, au lieu de se prendre en charge. Je ne pense pas que les femmes veulent qu'on les prenne en charge. Je ne dis pas que les femmes doivent être prises en charge, mais il faut que les mentalités changent. Il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on puisse redonner à la femme la place qui lui revient. Il faut que la femme même, elle prenne conscience de ce qu'elle peut faire des choses. Et comme vous l'avez dit, qu'elle n'attende pas toujours la main tendue. Il faut qu'elle prenne conscience. Alors, Mme Kouri n'est pas du tout d'accord avec moi. Elle est même choquée par mes propos, mais je le pense sincèrement. On a l'impression que les femmes ne font pas ce qu'il faut pour prendre le pouvoir auquel elles ont droit.
Ben, moi, je dirais qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre comme ça. Parce que c'est ce qu'on voit, on a l'impression que c'est ça. Mais nous sommes dans un contexte. On a un contexte social, traditionnel, qui fait que dans toutes nos sociétés, les femmes n'occupent pas les places de dirigeants. Même quand on dit la société est matriarcale ou que c'est la femme qui décide, qui désigne, mais on n'arrive pas à faire cela. Pourquoi? Moi, je dirais que la loi, je suis d'accord avec Mme Touré, hein, qu'il faut qu'on booste, que l'État aide à ce que la femme soit plus représentée. Parce que dans les assemblées élues ou, je ne sais pas, dans les postes de responsabilité, mais qui mieux que la femme sait ce qui est bien pour elle? Or, à l'Assemblée nationale, on prend des lois qui régissent l'homme et la femme. Mais c'est même une charge pour vous, les hommes, de vouloir prendre seuls les décisions. Parce que les femmes sont là, c'est une expertise, elles font à peu près 50% de la population, c'est une expertise, elles vont à l'école et tout ça, et on continue à les ignorer. Et donc, moi je pense que c'est ce que la loi 2019-870 du 14 octobre dernier, là, sur le quota, en application de l'article 36 de la Constitution qui dit qu'il faut promouvoir les droits politiques de la femme, tant à corriger. Mais maintenant, comme on dit, nous sommes dans une société traditionnelle, patriarcale, il va falloir vulgariser, sensibiliser et les femmes et les hommes. Parce qu'il faut dire aussi que les partis politiques ne sont pas prêts à présenter des femmes candidates. Et les femmes, en même temps, elles hésitent à se présenter parce que, quelque part, elles ont été socialisées de cette manière. Et il faut demander des permissions ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, ce sont des mesures transitoires qu'il faut prendre pour que les femmes soient à la place qu'il faut. Et moi, je pense que la société y gagnerait. Parce que c'est ne pas prendre l'expertise des femmes, c'est de laisser de côté une expertise et le développement ne pourra pas être complet. On l'a vu, lorsque une femme est dans une position de responsabilité où elle est capable de prendre des décisions, elle les prend vraiment pour la société, elle les prend pour la famille, elle pense à l'homme et à la femme. Et donc, moi, je pense que les hommes, vous avez intérêt, nous avons tous intérêt à ce que les femmes accèdent à des postes de responsabilité. Et ça ne va pas être facile, parce que nous, on a été socialisés à ne pas prendre le devant. En même temps, vous avez été socialisés à prendre seulement le devant. Et donc, quelque part, il faut essayer d'équilibrer. Sinon, c'est un déséquilibre. C'est comme si l'État de Côte d'Ivoire ou le monde s'arrête sur une seule jambe. Et donc, le développement ne sera pas complet. Et l'émergence ne sera pas complète. Et donc, cette loi, moi, je pense qu'elle est bienvenue. Et on va l'expérimenter aux prochaines élections pour voir comment ça va se comporter. Et vous allez voir la différence, la plus-value d'avoir plus de femmes dans l'Assemblée élue. Ça va pacifier la société. Ça va équilibrer la société. Donc, n'ayons pas peur de mettre les femmes au poste de responsabilité. Ça, c'est mon avis. C'est l'avis, je pense, et c'est pour cela que le législateur nous a suivis là-dessus, en aidant à prendre 30%. Déjà, on n'a pas dit 50%, on a dit 30%. C'est encourager les femmes à être candidates, encourager les partis politiques à tenir compte de l'expertise féminine. Monsieur Konaté, vous avez peur de vous les hommes, vous avez peur de laisser les femmes prendre le devant. Mais pourquoi est-ce que votre esprit n'est pas préparé à accepter une femme comme leader, comme chef? Pourquoi? Quel est le problème des hommes? Non, moi je pense que déjà personnellement, je suis très admiratif des femmes qui dégagent une certaine intelligence et qui savent faire les choses de manière très autonome. Mais oui, mais c'est vraiment pas ça qui manque, mais... Non, c'est pas véritablement une peur. Ouais. Et je tenais quand même à rectifier quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit. Elle dit que les sociétés traditionnelles, on ne permet pas aux femmes d'être devant. Excusez-moi, mais... de façon générale, oui. Excusez-moi, mais c'est... Bon, de façon générale, c'est archi faux. Parce que ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on dit, je le répète, on met devant la société patriarcale pour stigmatiser les hommes, parce que c'est ce qui nous arrange dans le discours officiel. Mais il y a aussi dans nos communautés beaucoup de peuples qui pratiquent le matriarcat. Chez les Akans, chez les Sénoufos, elle ne me dira pas qu'elle n'a pas connaissance. Mais si, on peut le dire. C'est un peu de la légende de la reine. Les hommes mais encore même le pouvoir. Non, pas tous les pouvoirs. Au moins, on a des dames chefs. Vas-y, comprends. Non, il y en a combien? C'est le type de société dans laquelle elles sont
qui leur permet d'hériter du oui, pouvoir. Vous dites la même chose, c'est que Oui, la majorité la même des sociétés acceptent que ce soit des hommes seulement. Pas exclusivement. La majorité. Bon, la majorité, est-ce qu'on a des chiffres? Oui, vous pouvez en avoir, vous qui travaillez sur la question. Voilà, mais donc je pense que c'est cette forme de société-là. Parce que si aujourd'hui on prend une société matriarcale et on fait une évaluation, on ne peut pas la comparer à une société patriarcale parce qu'ils n'ont pas le même référent culturel. Il y a ça qui est là comme réalité. Et puis je pense aussi que la question... parle de quelque chose qui sert. Moi, je suis d'une société matriarcale. Mais quand on dit la société est matriarcale, c'est la femme, c'est-à-dire c'est toujours l'homme qui hérite. Non, moi, par exemple, je suis d'une société matriarcale. Non, je suis désolé. Je suis d'une société matriarcale, mais vous allez voir que c'est l'enfant mâle de la sœur qui va hériter. Donc, il faut parler de ce qu'on sait. Moi, je suis d'une société matriarcale. Oui, je suis d'accord. Les Akans, les Sénoufos, c'est comme ça la société matriarcale est. Ça fait aussi toujours la promotion de l'homme. Non, parce que, chez les Sénoufos, là, je suis d'accord avec vous que la société est matriarcale, mais lorsque l'enfant doit être un héritier, c'est l'enfant mâle qu'on privilégie de la femme. Oui. Mais chez les Akans, Baoulé, ce n'est pas le cas. On privilégie qui? Non. Si il revient de droit à la femme, c'est la femme qui est chef. Et aujourd'hui, on a des cas. Et on a même aujourd'hui à Boaké, dans les villages de Brobo, celle qui est actuellement, c'est 8000 chefs de village, on en a 4 ou 10. Je pense que c'est le contraire que moi je savais. Non, ça. Non. Et chez ces populations-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a des cas. Sur 8000 chefs de village, on a à peu près une dizaine de femmes chefs. Oui, mais ça ne gêne pas. Je veux dire que la question que vous m'avez posée, c'est quoi? Est-ce que ça gêne vraiment aux hommes que les femmes prennent le devant? Non, ça ne gêne pas. Ça gêne. Non, ça ne gêne pas. Voilà. Je crois qu'il y a une réalité historique qu'on cherche à rattraper parce que les femmes et les hommes n'ont pas été scolarisés à la même période de l'histoire. Et ça aussi, peut-être que c'est un élément sur lequel souvent on n'est pas regardant. Oui, certainement, c'était voilà. un élément qui a dû retarder. Est-ce que pour un chef de village, il faut être scolarisé? Non, je parle de ce qu'on a comme réalité aujourd'hui. Très bien. Alors, voilà. Là, la même question pour l'imam Dosso et le père Naounou. Les femmes en second plan, toujours ou presque, dans nos sociétés. Une femme présidente de la République de Côte d'Ivoire, j'imagine bien les Ivoiriens en train de claquer les yeux. En fait, je le pense sincèrement, je peux me tromper. Je pense que ce côté-là est très révélateur. Parce que tout à l'heure, on était en train de dire qu'il faut laisser la force à la loi. Ici, il y a deux éléments. Il y a la question de l'élection puis la question de nomination. Ouais. On va dire, par exemple, si le chef de l'État, on peut en vouloir au chef de l'État peut-être de ne pas avoir 50-50 au gouvernement, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas 50-50 au Parlement? Parce que tout simplement, il faut aller sur le terrain. C'est un terrain de compétition. Donc, elles vont compétir comme tout le monde. Donc, aujourd'hui, s'il n'y a pas assez de femmes au Parlement, c'est le reflet d'une opinion, comme on appelle, de la population, qui n'est pas encore peut-être prête à donner le pouvoir à la femme. Donc, ça, ce n'est plus que les hommes. Ça, on ne peut plus accuser les hommes qui ne donnent pas de pouvoir à la femme. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez dit, est-ce que ce n'est pas de la faute des femmes? On dirait oui. Allez-y sur le terrain, allez-y convaincre que vous avez étudié les mêmes choses que les hommes, que vous avez des compétences que les hommes ont, que vous êtes capable de faire peut-être mieux que les hommes. Il reviendra maintenant à la population de vous voter. Oui, ce que vous dites est peut-être vrai, mais lorsqu'on a scolarisé 5 hommes et une seule fille, il y a déséquilibré. Non, mais là, on voit non, parce que là, la scolarisation... Pour qu'elle puisse avoir le pouvoir de se présenter. Non, pour le moment, celles qui vont sur le terrain, là, quel est le résultat? D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'État a déjà fait l'école obligatoire. Tout le monde est obligé. On met les enfants, les filles et les garçons au même titre à l'école. Mais sur le terrain de la politique, on sait que même en 2010, il y a eu des... Avant 2010, il y a eu ce qu'on appelle la coalition des femmes leaders qui était là. Il y a eu d'autres associations, la promotion de la femme, surtout le leadership de la femme. Mais où sont aujourd'hui ces associations? Le terrain, est-ce qu'elles sont actives sur le terrain? Est-ce qu'elles se font connaître? Elles font connaître leurs programmes, leurs compétences à pouvoir donner de meilleurs résultats peut-être que les hommes. Là, ça revient aux femmes. C'est un terrain de compétition.
S'il s'agissait de nomination, là, on pouvait accuser les hommes, mais il s'agit de compétition en termes d'élection. Donc là, voilà. Donc, ce sont les deux choses à la fois, mon père, nomination, elles sont moins nommées, c'est ce que je pense. Et puis compétition, naturellement, elles sont pas bien loties non plus. Oui, je crois que je partage leur opinion d'une volonté au niveau de l'État, compte tenu de l'environnement, de nos traditions, où il y a déjà des super structures qui sont déjà là, qui ne permettent pas à la femme de pouvoir émerger. Donc, il faut une volonté au niveau de l'État pour encourager, favoriser le leadership des femmes, de leur donner la possibilité de s'exprimer. Parce que, je dis la volonté parce que peut-être que pour un homme, de façon naturelle, et voir qu'une femme le commande, ou bien ce leader, ça peut plus ou moins le frustrer. Mais si, au niveau de l'État, on essaie de mettre en place, sensibiliser, encourager, et puis mettre en place les structures des lois, on prend par exemple au niveau des élections, il y a la loi qui est là déjà, mais au niveau des nominations, pourquoi pas ne pas faire la parité par exemple? Puisque la nomination ne dépend pas du peuple, ça dépend des gouvernants. On peut dire, bon, mais à tel niveau, on fait une parité hommes et femmes, par exemple, pour permettre, je dirais, cet équilibre-là de la société. Pas l'égalité, mais l'équilibre. Parce que la femme, c'est-à-dire, je dirais, l'instinct maternel, l'instinct féminin peut apporter à nos sociétés beaucoup aujourd'hui. Alors je comprends parfaitement, on est pour le moment dans un des équilibres stables même, donc nous acceptons la situation telle qu'elle. En tout cas, merci à vous, au révérend Père Naounou Auguste Emmanuel, merci d'être venu sur ce plateau. L'imam Amadou Dosso, merci d'être venu nous expliquer comment les choses fonctionnent dans l'islam. Et grand merci à monsieur Fona Konaté, vous êtes observateur de la société civile, merci d'être là. Youloubi Kone Marguerite, conseillère technique en charge du genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci en tout cas d'être venu. Je n'oublie pas bien entendu Elisabeth Sacré-Touré de l'Association des femmes juristes. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Loi sur le mariage, représentativité des femmes, leur promotion, c'est de cela que nous avons parlé ce soir avec nos invités. Qu'est-ce que la nouvelle loi change dans nos sociétés pour la promotion de la femme? Vous êtes davantage situés. Merci d'avoir suivi ce débat et à bientôt.